La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Débat citoyen, régime parlementaire au Togo après les élections législatives du 29 avril dernier. L'opposition doit-elle siéger ou non à l'Assemblée nationale? Un dilemme cornélien pour l'opposition. Et pour en débattre, nous accueillons en ligne depuis Lomé au Togo, Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio Canal K Avou l'été. Bonsoir à mon co-débatteur, M. Adjité, et à tous ceux qui s'intéressent à l'émission de Amos Sylvain. Merci beaucoup de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous étiez candidat aux élections législatives du 29 avril dernier à Dankbem au nord du Togo. On accueille ici même de la diaspora très loin, de la Suisse au Canada, Pierre Sewadjité. Bonsoir. Bonsoir, et heureux d'être là et de pouvoir partager les idées autour du Togo et du continent africain. Merci. Je rappelle que vous êtes membre influent de la diaspora au Canada. Quand on parle de membre influent, on ne fait pas l'éloge de personne, puisqu'on voit vous vous impliquez depuis des années dans la lutte citoyenne pour un Togo nouveau. D'ailleurs, vous êtes aussi coordinateur d'un grand mouvement pour le Togo. Vous êtes très fier d'être patriote. Alors, avant d'entamer ce débat citoyen, il y a une question d'actualité oblige. On va relancer d'abord Dr Richard Tinjo, puisque c'est sur le terrain. On parle de la jeunesse africaine et notamment togolaise. Donc d'abord, il y a Faure Gnassingbé qui en visite dans un centre de jeunes en Corée du Sud a tout récemment dit, je cite, dans la sous-région ouest africaine, je subis les conséquences désastreuses d'une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. Et là, franchement, les Africains, la jeunesse africaine est très en colère. Des Togolais surtout, on a suivi sur les réseaux sociaux des réactions. D'autres nous taxent de ne pas bien écouter le contexte même si Faure Gnassingbé parle du terrorisme. Alors, docteur Richard Tinjo, comment réagit la jeunesse togolaise après ces propos de Faure Gnassingbé? Je crois que la jeunesse togolaise et bien d'autres des autres pays de la sous-région, quand vous suivez sur les réseaux sociaux les réactions des uns et des autres, vous comprenez que la jeunesse a mal pris l'intervention du chef de l'État lors de sa sortie en Corée du Sud. Parce que l'interprétation que les gens en ont fait de sa sortie, cette interprétation est tellement choquante que les gens n'hésitent pas de laisser leurs commentaires comme ils peuvent. Comme chacun le pense. Donc, d'abord, moi j'ai suivi l'extrait de 9 minutes, je ne sais pas si c'est la totalité de l'interview, où il a d'abord placé la discussion dans un contexte de sécurité, de terrorisme de la sous-région, en parlant de la manière dont les conditions de vie des jeunes les poussent à s'enrôler dans le terrorisme avec les promesses que les terroristes et les vendeurs d'illusions font à cette jeunesse. Et malheureusement, quand ils s'enrôlent dans ce terrorisme, ils posent des actes ignobles, des actes criminels, ils posent des actes qu'aucun humain ne peut accepter. Et donc, c'est pour cela qu'il a dit que les jeunes agissent sans réfléchir, c'est-à-dire les jeunes ne réfléchissent pas plutôt avant d'agir. C'est dans ce contexte-là qu'il a placé. Mais là où, moi, personnellement, je ne comprends pas, si c'était quelqu'un d'autre qui n'était pas chef de l'État, peut-être moi par exemple, ou quelqu'un d'autre qui n'a pas les manettes de l'État, de diriger, qui n'a pas tous les moyens de l'État, qui le disait, on pourra comprendre. Mais lui, en tant que chef d'État, qui a les moyens de l'État, qui a toutes les ressources de l'État,
Si aujourd'hui il arrivait qu'on détectait des jeunes Togolais dans les rangs des terroristes, la responsabilité incombe à qui? Est-ce que c'est d'abord les jeunes? Si les conditions ne sont pas réunies, les gens vont prendre des voies inconfortables. Parce que ce sont des stratégies de survie. Je ne suis pas en train de légaliser le terrorisme, mais c'est pour dire que lorsque vous ne créez pas des conditions d'épanouissement à la jeunesse, ça veut dire qu'ils vont développer des stratégies de survie. C'est un peu comme ceux qui vont prendre la mer pour rejoindre l'Europe. Ça aussi, c'est des risques que les gens prennent parce que les conditions ne sont pas réunies. Lui, en tant que chef de l'État, dans quelles conditions les jeunes sont aujourd'hui? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de route. Tous les problèmes que nous connaissons dans ce pays, il est normalement censé les prendre en compte, faire en sorte que nous ne puissions pas tomber dans les mains de ces vendeurs d'illusions. Mais le comble encore, c'est qu'il va tenir un discours devant des enfants. C'est un peu comme il se plaint devant ces enfants-là, comme si ces enfants-là pouvaient venir sauver la jeunesse de la sous-région. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils connaissent de notre réalité ici? Si c'était devant les parents, la population elle-même, qu'ils réunissaient et qu'ils portaient le problème en disant voilà ce que notre jeunesse fait, notre jeunesse ne réfléchit pas avant d'agir, on comprendrait qu'il faut revoir la question de l'éducation à la base. Il faut revoir la question de la citoyenneté, le civisme. On a un ministère chargé du civisme. Qu'est-ce que le ministère a fait? Ça montre indirectement les ratés de ces structures qui sont censées socialiser la jeunesse pour que la jeunesse devienne consciente avant d'agir. Cela ne se fait pas. Il se plaint devant qui? Il se plaint devant des gens qui ne pourront absolument rien faire pour lui. Alors que c'est lui aussi qui est le patron de l'État, c'est lui qui est censé mettre toutes les conditions. C'est ça qui est parfois dommage et qui fuse du ridicule, qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils puissent dire que les jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir. Aujourd'hui, cette même jeunesse-là, si on fouille, cette jeunesse-là, beaucoup ont contribué à son élévation. Je prends l'exemple de ces élections qui viennent de passer. Beaucoup de jeunes ont contribué au bourrage, ont contribué à la falsification des PV, ont contribué à la violence sur les militants des autres partis qui ne sont pas ceux du parti au pouvoir. Ces jeunes-là ont contribué énormément à piller des ressources et à le faire en sorte que, oui, aujourd'hui, il est 108 députés, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est en monnaie de singe qu'on remercie cette jeunesse? Je ne peux pas déduire que c'est ça, mais la manière dont les choses se présentent, les gens ont dû faire une interprétation au-delà du contexte dans lequel il a placé cette phrase selon laquelle les jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir. Tout à fait. Si aujourd'hui les jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir, ça veut dire que la grande responsabilité incombe à eux, ces chefs d'État, qui ne se battent pas pour mettre les conditions de vie favorables pour que les gens réussissent. L'économiste Sen Amartey disait, si vous voulez que les gens soient développés, si vous voulez que les gens soient protégés, préparer les conditions. Il faut que les gens aient les conditions d'accès aux ressources. Si tout le monde a accès aux conditions de ressources, on peut facilement utiliser les ressources pour orienter l'épanouissement que vous voulez. On n'a pas besoin d'imposer une forme d'épanouissement aux citoyens, mais on crée les conditions favorables pour que chacun puisse avoir accès aux ressources et ensuite, chacun va définir la manière dont il voudrait construire sa vie, la manière dont il voudrait s'épanouir pour contribuer au développement du pays. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous allez même remarquer que de plus en plus, vous n'êtes pas militant d'un parti au pouvoir, vous n'avez pas accès à certaines ressources, vous n'avez pas accès à certains privilèges. Il faut d'abord être militant d'un parti au pouvoir pour pouvoir avoir accès à certains privilèges. Dans cette condition, comment vous voulez que les jeunes réfléchissent avant d'agir? Ils ne font qu'agir selon leur instinct. Et nous les saluons d'avoir sorti même, d'avoir eu le courage de présenter ce constat. Moi, je considère que c'est un constat qu'il a présenté qui est réel. Prenez le cas de notre jeunesse aujourd'hui. La plupart ne s'intéressent pas à la politique. La plupart ne s'intéressent pas à la politique. Vous leur posez la question, pourquoi on ne s'intéresse pas à la politique? Non, moi je suis à la politique, les politiciens sont faux, ils sont vendus, on tue, on fait ceci, ils ne sont pas. Moi je ne m'intéresse pas à la politique. Les thématiques dans lesquelles vous allez voir les jeunes, si ce n'est pas le sexe, c'est comment danser, comment faire la comédie, des choses qui ne peuvent pas contribuer à leur épanouissement, qui ne peuvent pas contribuer, on a compris. Qui ne peuvent pas peser le poids des décisions politiques. On va avancer. C'est normal. D'accord, on a bien compris votre position, Dr Jatijo. On va voir ce que pense également Pierre Sewa Adjité depuis le Canada, je le disais. Il est aussi coordinateur du mouvement pour le Togo. Alors, ces propos ont choqué beaucoup d'Africains, notamment
de la jeunesse togolaise, donc par Faure Gnassingbé. C'était un extrait de son discours, j'allais dire. Donc, selon Dr Richard Dindo, il parlait du terrorisme. Après, voilà, on a coupé une partie, même si on a coupé cette partie qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux, ça choque quand même quand Faure Gnassingbé parle à la jeunesse africaine et togolaise et dit voilà, qu'il subit les conséquences d'une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. Quelle est votre réaction, Pierre Zéwadjété? Bien, merci beaucoup. Je ne pense même pas que cela vaille la peine de passer encore beaucoup de temps sur ce sujet-là. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux ajouter, et à ce que notre ami Dr Dindo vient de dire, c'est que tout simplement une personne responsable et de la responsabilité d'un chef d'État ne peut pas se promener dans un pays et avoir la tribune pour dénigrer et la jeunesse en général, sans précaution, la jeunesse de son pays et la jeunesse du continent africain en ce moment à travers le continent africain où justement les uns et les autres réaffirment la souveraineté, la capacité des citoyens à faire du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir sortir l'Afrique et les pays africains de leur situation, de leur posture souvent un peu désastreuse. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. Le président Faure Gnassingbé n'avait aucune raison de dire ce qu'il avait dit, que ce soit dans un contexte de terrorisme. Donc, il faut penser qu'il pouvait le dire autrement, sans fuserie. Ben, écoutez, il pouvait le dire autrement. Dire quoi autrement? Écoutez, il est aux affaires. C'est à lui de créer les conditions et surtout, d'une certaine manière, d'être un exemple pour ces jeunes-là. Alors, à défaut de créer les conditions, à défaut d'être une référence pour les jeunes Africains, et je pense qu'en toute honnêteté et franchise, il devait s'abstenir d'aller sur ce terrain-là. Et je ne vois même pas quelle dimension du discours peut l'amener sur c'était une erreur, c'était une grosse erreur, mais l'homme ne parle pas, il ne dit jamais quoi que ce soit, même dans son Pierre Zéwadjété, je vais vous taquiner un petit peu. Est-ce que quelque part, Faure Gnassingbé n'a pas raison? On dit la vérité blesse. Quand une jeunesse au Togo se laisse manipuler, ils prennent facilement les 2000 francs, les 5000 francs, les 10 000 francs CFA, Dr Richard Dindo l'a dit tout à l'heure, et cette jeunesse qui se manipule et apprend à voler pour soutenir la dictature. Je ne sais pas s'il a raison, pour ne pas dire qu'il n'a pas raison du tout en réalité. Alors, si c'est pas parce qu'ils sont capables de manipuler la jeunesse togolaise en donnant un peu d'argent à certains. Et là, on est plus sur la question du terrorisme qu'il avait évoqué, Faure Gnassingbé. Oui, écoutez, je suggère même que ce sujet-là soit vite abordé parce que il faut vraiment qu'on voit plus loin là. Le président Faure Gnassingbé n'est pas une référence pour qui que ce soit. Et les gens qui sont autour de lui probablement l'écoutent parce qu'il faut qu'il l'écoute, il l'écoute poliment. Mais en toute honnêteté, nous n'avons pas, le Togo n'a pas une référence. Comme président, Faure Gnassingbé a fait la démonstration depuis 19 ans, depuis 20 ans, qu'il n'est pas préparé à assumer ce rôle-là qu'il exerce au Togo. Donc, c'est par rapport à cette réalité-là que nous, Togolais, nous réfléchissons pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec lui, s'il le faut. Mais en réalité, ce n'est que le résultat de la personne que le Togo a à sa tête depuis un moment. Et ce n'est pas brillant, en tout cas. D'accord. Merci. Alors, on va maintenant entamer le débat citoyen, régime parlementaire au Togo. Après les élections législatives du 29 avril dernier, l'opposition doit-elle siéger ou non à l'Assemblée nationale? Un dilemme cordélien pour l'opposition. Et là, on va quand même démarrer ce débat avec d'abord Pierre Zéwadjété. Alors, à l'issue des élections législatives du 29 avril dernier, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires de la CENI.
Et on sait qu'au Togo, en raison des fraudes électorales et en l'absence d'institutions impartiales pour organiser et superviser les élections, et beaucoup pensent que les élections ne permettront jamais d'obtenir la tenance politique. Alors, si les élections ne sont plus un moyen de dévolution du pouvoir politique au Togo, Pierre Seward était sans langue de bois, par quel moyen alors les populations ou les formations politiques de l'opposition parviennent-elles à obtenir la tenance politique au Togo? Écoutez, la situation du Togo nous préoccupe beaucoup. Et au moment où on se parle, nous pouvons affirmer, dire que le Togo est dans une impasse. Nous sommes arrivés dans ce que les Québécois diront un cul-de-sac. Et cette situation-là nécessite que nous puissions aller au-delà de la partisanerie et voir dans quelle mesure nous pourrions dire clairement les choses et ensuite voir les actions qui peuvent être menées et afin d'évoluer. Les dernières élections au Togo, en remontant un peu à cela, le 29 avril 2024, personnellement et bien d'autres, il y avait deux camps et j'appartenais, moi, personnellement, au camp de ceux qui ne voulaient pas de cette élection-là, pour la simple raison que des élections au Togo, nous en avons fait et nous savons comment ça se passe. Ça ne mérite même pas d'être appelé élection. Et ceci étant dit, cela ne veut pas dire que les autres qui sont allés ne devaient pas y aller. Ils ont choisi d'y aller et ils ont vu le résultat. Et lorsque les résultats sont sortis dans les conditions que nous connaissons, il était normal que les uns et les autres, notamment les quatre partis politiques qui étaient désignés comme ayant eu, en dehors de l'ADI, qui a 2 députés, les autres, on leur a accordé un député chacun, il était tout à fait normal que ces partis puissent évaluer la situation de nouveau pour voir s'il faut siéger dans ce Parlement-là. Et je pense que c'est là où nous devons être aujourd'hui. Et 2 partis sur 4, notamment l'ANC et le FDR, ont décidé de ne pas siéger. Et 2 autres, l'ADI et la DMP, eux, par contre, sont en voie de siéger. Et je crois que c'est là où il y a le défi de pouvoir analyser la situation pour aller de l'avant et voir ce qui est bon pour cela. Nous avons un critère pour analyser la situation. Nous avons un critère que nous appelons le test Olympio-Mandela. C'est à nous de demander si aujourd'hui, en 2024, face à la situation qui est là, en face de nous, qui est une fausse situation dans la mesure où statistiquement, mathématiquement, il est impossible dans des élections législatives, il est impossible et donc faux que ce soit seulement les chefs de parti qui se retrouvent à être des élus. C'est faux. Ça ne peut pas arriver ni au Togo, ni en Belgique, ni ailleurs, ni nulle part. Statistiquement, c'est faux. Ce sont des gens qui ont été donc désignés pour participer à cette assemblée et bénéficier sans doute de ce dont ils peuvent bénéficier pour supporter leur parti et accepter les conditions nouvelles qui entourent cette assemblée. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous sommes demandé, est-ce que Sylvanus Olympio, par exemple, participerait à une assemblée de ce genre-là? Et clairement, quand on voit le palmarès et le travail de ce monsieur-là, la réponse est non. D'accord. Est-ce que Nelson Mandela, je vais terminer là-dessus si vous voulez bien, est-ce que Nelson Mandela, avec la rigueur qu'on lui connaît, participerait à cette mascarade qui fait, par exemple, une élection ou des élections législatives sous une loi et vient appliquer une autre loi dans cette même assemblée? Non. Mandela, avec la rigueur, la personnalité qu'on lui connaît, ce serait non. Donc, sur cette base-là, de ce que nous avons appelé le test Sylvanus Olympio Nelson Mandela, ben, la réponse est non. Les nôtres,
qui veulent le changement, en toute honnêteté, doivent se ressaisir. Et nous félicitons à cet effet le parti ANC et le parti FDR qui ont renoncé à siéger là, dans cette assemblée-là. Et nous demandons, nous profitons pour demander encore une fois, et nous sommes disponibles pour en discuter sérieusement, nous demandons à nos amis de la DNP, à nos amis de l'ADI, que nous ne pouvons pas continuer à retarder l'émancipation des Togolaises et des Togolais de ce qui leur arrive avec ce gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer à retarder cela. Donc, nous leur demandons, eux aussi, de renoncer à siéger dans ce Parlement. Voilà là où nous en sommes. Donc, une analyse claire, une situation qui impose une rigueur et une action aux uns et aux autres qui veulent participer à un déblocage de la situation pour pouvoir aller de l'avant. Alors Pierre Zéouadidé, je vois déjà que vous avez planté le décor pour ce débat citoyen. L'opposition doit-elle siéger ou non à l'Assemblée nationale après ces élections législatives du 29 avril dernier? On parle aussi d'un régime parlementaire, on va quand même en parler. Mais avant de relancer Dr Richard Tinjo, sûrement il n'est pas totalement d'accord avec vous, mais je vais poser la question de savoir, puisque vous n'êtes pas d'accord pour ces élections législatives, alors si les élections, je vais poser la question, peut-être que ça vous a échappé un petit peu dans votre développement, si les élections ne sont plus un moyen de dévolution du pouvoir politique au Togo, alors par quel moyen, selon vous, les populations ou les formations politiques de l'opposition parviendront-elles à obtenir la tenance politique au sommet de l'État au Togo? Je pense que la situation, comme je l'ai dit auparavant, en termes de diagnostic, se retrouve que notre pays est dans l'impasse actuelle. Alors, il faut qu'on aille droit au but et se demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. D'abord, comme je l'ai dit, du côté des gens qui veulent le changement, et je pense, et nous pensons sérieusement que ce n'est pas du boycott dont on parle de l'Assemblée nationale que nous avons du mal à appeler nationale. Ça n'a rien de national. C'est une assemblée qui a été fabriquée. Ok, c'est la fabrique d'une assemblée qui a eu lieu à travers cette élection. Donc, sortir de là, les 4 partis avec les 5 personnes prétendument élues et entamer dès cet instant un certain nombre d'actions, et ces actions-là peuvent raisonnablement consister à demander que les partis demandent à un certain nombre de personnes, des intellectuels togolais par exemple, parce que nous sommes arrivés là, des intellectuels togolais, de leur faire une proposition sur la manière de faire face à la situation. Et nous avons des pistes de solutions, nous en avions proposé à tous ces partis auparavant, et y compris le gouvernement, et notamment 3 points majeurs qui sont très très importants. Prononcer une amnistie générale au Togo, libérer les prisonniers d'opinion et, en 3e point, ouvrir des assises nationales pour que les Togolaises et les Togolais, partis et non partis confondus, pour qu'ensemble nous puissions parler de l'avenir du Togo. C'est ça. Nous sommes les experts du Togo. Nous connaissons notre pays. Nous en connaissons les mots. Nous en connaissons les mots. Donc, il n'y a pas lieu pour nous aujourd'hui de toujours passer notre temps à côté de ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire au Togo. Il y a 3 choses importantes à faire au Togo et je les répète absolument. Il y a la première chose, c'est de prononcer une amnistie générale. La deuxième chose, libérer les prisonniers d'opinion et enfin, convoquer des assises générales intégrales de la République. Et vous pensez vraiment que dans un pays de dictature comme Faure Gnassingbé, ça peut se faire sans la mobilisation générale? Faure Gnassingbé n'a pas de choix. D'accord. Le changement est à l'aune du Togo depuis un moment. Le gouvernement de Faure Gnassingbé ne fait que confisquer la chose. Confisquer dans le sens de ne pas accepter, de bouger. C'est ça le problème que nous avons au Togo. Ce n'est pas que nous n'avons pas la solution à nos problèmes au Togo. Nous avons la solution à nos problèmes au Togo.
c'est de la volonté que nous voulons. Et étant donné que c'est M. Faure-Gnassingbé, c'est le président Faure-Gnassingbé qui est là où il lui appartient d'assumer le Togo et de l'assumer de la bonne manière. C'est ça qu'il faut au Togo. On n'a pas une autre issue. Et j'ajouterai, pour terminer, si vous me le permettez rapidement, j'ajouterai que même s'il y a un coup d'État au Togo aujourd'hui ou demain matin, nous passerons par ces 3 étapes-là d'amnistie générale, de libération des prisonniers d'opinion et prisonniers politiques, et enfin vers des assises générales. C'est ça. C'est la voie, c'est la seule voie que nous avons au Togo. Il n'y en a pas une autre. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre développement. On va quand même aller en détail tout au long de ce débat citoyen sur Radio Canal K et Radio Avleté. Alors, docteur Richard Tindior, je rappelle que vous êtes vice-président de DESA, les démocrates socialistes africains. Vous étiez candidat aux élections législatives du 29 avril dernier à Dankmem au nord du Togo. Vous avez suivi Pierre Sewa, qui n'est pas totalement d'accord avec vous, opposant, qui avait participé à ces élections, puisque lui, il ne croit pas aux élections comme solution pour sortir le Togo de l'ornier. Alors, rapidement, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à voilà, quelle solution vous posant préconisez par les élections, docteur Jatinjo? Avant que je ne réponde à la question, il faut que je revienne sur la question selon laquelle faut-il siéger ou ne pas siéger. Cette question va arriver. Cette question va arriver. D'abord, ne vous inquiétez pas. Je vais vous poser quand même cette question. C'est le débat même. Ok. Je l'ai dit lors de nos émissions passées que pour que nous puissions aboutir à ce changement, le changement doit commencer par le changement de mentalité. C'est-à-dire comme le changement de mentalité du citoyen. Quand je parle de citoyen, ça veut dire que c'est tout le monde, y compris les dirigeants comme les acteurs politiques, ceux de la société. Tout le monde est concerné. Nous devons changer. Qu'est-ce que nous voulons pour le Togo? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Pendant plus de 50 ans, allons-nous rester à faire du surplace pendant ce temps, les autres pays sont en train d'évoluer? C'est ça la grande question. Est-ce que la politique, nous allons utiliser la politique comme un facteur d'exclusion ou de construction? Ou le Togolais est devenu le loup pour son prochain? Quand vous voyez quelqu'un émerger un peu, on fait tout possible pour le détruire. On fait tout possible pour trouver les poux sur la tête d'un chauve. Ceux qui dirigent ne sont pas sincères lorsqu'ils appellent au dialogue. Quand ils appellent au dialogue, vous allez remarquer, quand ils appellent au dialogue, c'est quand ils sentent une pression sur eux. Une pression qui va conduire à leur fuite. Docteur Jatinjo, permettez-moi, je suis désolé de vous couper. Vous allez continuer. Je suis désolé de vous couper. On veut du concret dans cette émission. Je sais que vous parlez sa langue de bois. Alors, vous avez participé aux élections législatives du 29 avril dernier. Vous avez vu ce qui s'est passé autour de cette élection. Brigandage électoral, l'ANC l'avait dit. Vous-même, vous avez dénoncé plusieurs irrégularités, fraude à ciel ouvert, bourrage d'une. Alors, est-ce qu'il faut compter encore sur les élections quand on parle d'une solution pour sortir le Togo de l'ornier? Les élections sont déjà inscrites dans les missions des partis politiques. Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir, l'exercer. Et c'est à travers les élections que le parti politique doit pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, un parti politique qui refuse d'aller aux élections est en train de signer son arrêt de mort. Non, docteur Tindior, s'il vous plaît. Pierre Sewa, je sais. Les élections au Togo ne valent pas le mot élection. Attendez que je finisse. Pierre Sewa, oui, je comprends. C'est un débat très... au Togo ne valent pas le mot élection. Attendez que je finisse mon idée. Voilà. Après, vous pourrez intervenir. Exactement. Vous avez dit que les dialogues ne sont pas sincères. Les élections au Togo ne sont pas sincères. Vous le savez très bien. D'accord. Bon, allez-y, docteur Jatinjo. J'ai fait une intervention sur la mission d'un parti politique. Tout à fait. Je ne me suis pas prononcé s'il faut aller ou ne pas aller.
Quand je dis que le gouvernement, le parti au pouvoir n'est pas sincère, c'est au regard de leur comportement sur le terrain. Mais lorsque je dis qu'un parti politique est créé pour aller aux élections, conquérir le pouvoir et l'exercer, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une mission ou bien un des objectifs d'un parti politique. Je ne parle pas dans quel contexte le parti politique doit l'exercer. Maintenant, si je vais revenir au cas du Togo, en prenant ce qui s'est passé aux élections législatives passées et régionales, si je reviens, c'est ce que j'allais aborder quand Amos m'a dit non, qu'il va revenir sur cette question, mais je suis obligé de l'aborder pour que vous compreniez. La question là, je vais la poser. La suite de mes idées. Si vous le permettez, même si vous allez la poser, peut-être vous allez l'orienter sous un autre angle. Pour que le collègue puisse comprendre la logique du mot développement. Donc, ce qu'on comprend, on sait que vos partis politiques, on crée un parti politique pour aller aux élections. Tout à l'heure, Pierre Sewa Djeté l'a dit, il n'est pas totalement contre ceux qui ont décidé, ou bien ceux qui veulent aller aux élections. Il n'a pas mené une campagne contre. Il n'a pas dit aux populations de boycotter les élections. Il a compris que lui n'est pas chef de parti politique. Donc maintenant, vous avez participé à ces élections, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et je pense que les leaders l'ont même dit et ils sont traumatisés. Oui, ce que je dis, Amos, permettez que je finisse mon idée, sinon on ne pourra pas se comprendre. Allez-y. Voilà. Donc je disais, l'objectif premier un des objectifs, c'est de conquérir le pouvoir pour un parti politique. Alors, si aujourd'hui les partis politiques ont décidé d'aller à ces élections législatives régionales, tout le monde savait les conditions dans lesquelles on allait à ces élections. On savait que ces conditions n'étaient pas réunies, mais on a pris le risque d'aller à ces élections, tout en sachant que nous allons subir des choses. Bon, ce qui est arrivé, l'innovation que le régime a apportée, personne ne s'attendait. Qu'ils iront même jusqu'à falsifier les résultats, les PV, même au niveau des CELI. J'ai pris l'exemple de Dankpen ici. J'ai développé plusieurs fois l'exemple de Dankpen. Ce qui s'est passé, on gagnait un siège, mais ils ont falsifié le PV. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est pas la première fois au Togo, ça qu'on falsifie. Pierre Sewa Djeté, je vous en prie. Pierre Sewa Djeté, je vous en prie. Attendez. Docteur Chissadi, attendez. On va se poser dans ce débat. Hein. On va respecter nos auditeurs. Alors, Pierre Sewa Djeté, s'il vous plaît, laissez Docteur Chissadi continuer. Quand vous parliez, il ne vous coupait pas. Je vous comprends. Hein. Je sais que c'est un peu. Oui, c'est le débat. Il n'y a pas de problème. Je le laisse parler. Mais quand même, quand on découvre que c'est maintenant qu'on falsifie un PV au Togo, je trouve ça extraordinaire. Je comprends. Allez-y. Je comprends. Allez-y, docteur Tinjo. Alors, docteur Tinjo, vous avez la parole. Allez-y. L'innovation qu'ils ont apportée dans cette fraude-là, il y a eu beaucoup de choses qu'ils ne faisaient pas, qu'ils ont apporté beaucoup d'autres innovations dans leur fraude, auxquelles on ne s'attendait pas. Bienvenue au Togo, docteur Tinjo. Bienvenue au Togo. Ça fait partie des réalités. Quand vous allez à un match de football, à chaque fois, vous allez toujours découvrir des choses pour pouvoir tirer des leçons. Bienvenue au Togo, docteur Tinjo. Alors, maintenant, malgré ces conditions, les partis politiques ont eu 5 sièges. Et pour frustrer ou demander à ce que les partis politiques ne siègent pas, c'est de bonne guerre au regard de ce qui s'est passé. C'est ça. Là, je vous repose la question. Alors, vu tout ce qui s'est passé autour de ces élections, que vous-même vous contestez également, vous êtes choqué, traumatisé par les fraudes à ciel ouvert. Alors, la question se pose, c'est toute une humiliation. Les gens parlent, c'est comme si on a humilié toute l'opposition togolaise. Le Togolais lambda connaît la réalité. Hein. On sait que l'opposition a toujours gagné les élections. Si les gens ont refusé de voter, c'est parce qu'ils ne croient plus aux élections quand même. Alors la question de savoir, après ces élections législatives, hein, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle sont le fruit de la fraude électorale. Alors est-il possible ou logique de les contester et même aller siéger à l'Assemblée nationale, Dr. Tinjo? Oui, c'est ce que je disais. Il est de bonne guerre. Il est de bonne guerre quand, au regard de tout ce qui s'est passé, les frustrations, tout ce que vous voulez qu'on dise, il est de bonne guerre qu'on ne puisse pas siéger. Mais la grande question qu'on ne se pose pas, si aujourd'hui, malgré les conditions dans lesquelles nous sommes en train de réclamer la condition de la 4e République, malgré tout ce que nous faisons, ils ont fait le forcing pour nous imposer de gré ou de force
la constitution de la 5e République, le régime parlementaire. Et c'est avec ce régime parlementaire qu'ils comptent atteindre leur objectif. Nous n'avons pas non plus les moyens de contre-pouvoir pour les empêcher d'exécuter ce qu'ils ont à faire. Chacun le dit, faisons ceci, mais la mayonnaise ne prend pas. Et nous connaissons les réalités sur lesquelles nous basons pour dire que la mayonnaise ne prend pas. On pourra revenir sur ces détails. Maintenant, nous refusons de siéger avec les 5 députés. Est-ce à dire que la constitution de la 5e République, qui vont toujours appliquer, ça veut dire que définitivement, nous n'irons plus à ces élections parce qu'en 2025, il y aura les élections législatives, les élections locales. Oui, les élections locales. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on refuse de siéger, il faudrait aussi boycotter les élections locales et aussi demander à ce que pour les conseils régionaux, les gens démissionnent. Pour que définitivement, nous n'ayons plus de représentation au niveau de l'Assemblée dans aucune instance et qu'on soit là en back-off pour se battre, attendant le jour où nous allons renverser ce régime-là par les moyens adéquats. La révolution, la révolution dont on parle le peuple togolais. Et imposer. Personnellement, je n'ai jamais parlé de révolution. Attendez. Monsieur Tinjo, docteur Tinjo. Alors, je vais vous dire, Pierre Sewadjete, je vais vous donner la parole. Dans une minute, vous allez avoir la parole, Pierre Sewadjete. Docteur Richard Dijon, allez-y. J'ai dit les moyens adéquats. Jusqu'alors, je n'ai pas dit d'utiliser la révolution populaire ni un coup d'État. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit les moyens adéquats. Donc, ça veut dire que si les élections ne sont plus une alternative pour arriver au pouvoir, étant donné que c'est l'un des objectifs des partis politiques, autant ne plus participer à aucune élection dans ce pays et continuer toujours par attendre la grâce divine. Non, monsieur. D'accord. Non, monsieur. Alors, c'est bon. C'est l'analyse laquelle je rencontre les gens. Ok. Alors, je dis ça. D'accord. Alors, Pierre Sewadjete, je pense que vous anticipez quand même mes questions. Le débat, c'est nous qui posons les questions quand même. Vous avez la parole. Mais je comprends. Ça irrite un petit peu ce débat. Alors, allez-y. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec Dr. Chatinjo? Oui, donc... Non, docteur Richard Dijon, c'est bon. Pierre Sewadjete, c'est bon. Allez-y. Non, docteur Richard Dijon, vous avez suffisamment eu du temps à développer vos idées. Hein. Il faut maintenant que... Je voulais seulement mentionner à notre ami docteur Tinjo que nous ne sommes pas nouveaux au Togo. Et comme dirait quelqu'un, c'est Job qui l'a dit dans la Bible, ça nous arrive de lire la Bible. Nous sommes d'hier, mais nous ne le savons pas. Le Togo que nous connaissons, que vous connaissez, docteur, que nous connaissons tous parfaitement, et le Togo politique surtout, que nous connaissons et que nous fréquentons, nous savons ce que c'est. Et donc, élections et autres, non, ce n'est plus le moment. Et première chose. Deuxième chose, personne ne parle de boycotter. Ce que nous ne faisons pas au Togo, ce que nous n'avons pas fait au Togo jusque-là, c'est à cela qu'il faut s'atteler maintenant. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans un pays comme le Togo? Nous qui voulons le changement, il est temps que nous puissions nous rassembler sur une charte, sous une base bien confectionnée, savoir pourquoi nous nous rassemblons, quelles sont les conditions de notre rassemblement et où nous allons avec ce rassemblement-là. Et je me souviens, au sortir de la situation de la C14, nous étions certains à dire que il ne faut plus jouer à ce jeu-là d'unité. Mais ce que nous avons précisé, que les gens semblent ne pas avoir entendu, c'est qu'il faut toujours se réunir, mais sur des bases précises. Sur des bases précises et ne pas se rassembler seulement au dernier moment. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point que j'apporterai à ces discussions, c'est que personne n'a parlé de boycott. Personne ne pas aller siéger ne veut pas dire boycotter. Boycotter, ça voudrait dire croiser les bras. Ce n'est pas ça. Donc, je peux vous reposer la question autrement pour que ce soit clair, surtout pour nos auditeurs, auditrices également. Alors, aussi, pour vous, vous dites à l'opposition de ne pas aller siéger puisque c'est une mascarade électorale, brigandage électoral, comme l'a dit l'ANC, Alliance nationale pour le changement.
Alors, ils ont expliqué hein, le pourquoi, même les FDR, le pourquoi ils ne veulent pas aller siéger à l'Assemblée nationale. Alors, pour vous, que doivent faire maintenant l'ANC et les FDR, selon vous, s'ils ne veulent pas siéger à l'Assemblée nationale? Pierre Sewadjité. Ok. Ben voilà, l'ANC et le FDR, chaque parti a produit un document que moi je trouve assez dense, qui donne les explications, donc qui disent pourquoi ils ne peuvent pas aller siéger à cette assemblée. C'est très clair. On reprend ce document-là. Mais au-delà de ce document, et ce que nous attendons de nos amis qui persistent à vouloir siéger à cette assemblée, ce que nous attendons d'eux, c'est de sortir de là. Et en sortant de là, de se joindre aux quatre autres pour que on puisse former, enclencher un mouvement pour que nous puissions ensemble réfléchir sur la façon de faire face à la situation au Togo, qui n'est pas une situation nouvelle. Et cette situation-là consiste à faire quoi? À répondre à la question, comment est-ce que nous allons faire pour ramener la légalité et la légitimité à l'exercice du pouvoir au Togo? Les élections, on n'arrive pas à le faire. Okay? Il faut qu'on trouve les moyens de ramener cette légalité et cette légitimité-là. Faure Gnassingbé et son parti ne peuvent pas continuer à nous imposer seulement ce qu'ils veulent au Togo. Donc, si je comprends bien, Pierre Sewadjité, les 5 députés issus de l'opposition doivent-ils, par cohérence et solidarité à leurs coéquipiers lésés, refuser d'aller siéger à l'Assemblée nationale? Absolument, absolument. Déjà, les élections se sont faites sous une loi et l'Assemblée se construit avec ses règlements sous une autre loi. Ce n'est pas acceptable. OK? Toujours penser que ne pas aller ou ne pas accepter les caprices, moi je dis, de Faure Gnassingbé et de ses amis qui sont autour de lui, et penser que cela voudrait dire qu'on ne fait rien, c'est faux. C'est fondamentalement faux. Les intellectuels au Togo, et appelons-les comme ça, et je m'y compte là-dedans, nous sommes prêts à pouvoir réfléchir suffisamment pour dire quel chemin prendre pour que la légalité et la légitimité reviennent dans notre pays. Nous sommes les derniers de classe en Afrique, s'il vous plaît. Nous sommes les derniers de classe en Afrique. En termes de politique, en termes de ceci et de cela, le Togo doit se réveiller et personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous aider à faire face à notre situation. C'est ce que nous disons pour le Togo et c'est ce que nous faisons et nous avons des chemins clairs à proposer aux gens et à proposer surtout à tous ceux qui s'intéressent à la politique au Togo. On ne peut pas avoir peur que, parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée, que nous croisons les bras. Non. Avant de relancer Dr Chitindjo, donc il n'a aucune légitimité ni légalité. Pierre Sewadjité. Alors, avant de relancer Dr Chitindjo, qui n'est pas totalement d'accord avec vous, alors pour être clair, pour vous, Pierre Sewadjité, c'est une question de bon sens et de logique si l'ANC et le FDR ne veulent pas siéger à l'Assemblée nationale. Absolument. Est-ce que Sylvanus Olympio siégerait à cette assemblée? Non. Est-ce que Nelson Mandela ira à cette assemblée? La réponse est non. D'accord. Faisons ce test de Nelson Mandela et de Sylvanus Olympio. Retrouvons-nous comme ils avaient fait avant 58 pour aller quelque part, par diplomatie, amener les Nations Unies à venir faire quelque chose au Togo. Et c'est ce qui nous a donné le 27 avril 1958. C'est ça. Nous ne pouvons pas continuer à répondre seulement aux caprices de Faure Gnassingbé. Ok. Alors, Dr Chitindjo, je sais que vous avez... c'est bien, vous avez laissé Pierre Sewadjité parler. Alors, donc, finalement, la DMP dynamique est pour la majorité du peuple et a dit du professeur Aimé Tchabouré Gogué siège maintenant à l'Assemblée nationale. Alors, quelle est la stratégie derrière selon vous, vous qui pensez que l'opposition doit siéger à l'Assemblée nationale, Dr Chitindjo? Amos, je voudrais d'abord rappeler au grand frère Sewa que c'est bien beau ce qu'il dit, mais il faut d'abord commencer par le milieu dans lequel vous êtes. Vous êtes dans la diaspora. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont des écrits, qu'ils ont de ceci, ils donnent des stratégies qu'ils doivent nous proposer, nous qui sommes sur le terrain. Mettez d'abord les stratégies là, à votre niveau, au niveau de la diaspora, pour que la diaspora soit d'abord unie comme un bloc.
que vous souhaitez au niveau de... La diaspora n'a pas besoin d'être unie. Pierre Serwadiété, Pierre Serwadiété. Non, moi je trouve ça comme une attaque. Moi je le reçois comme une attaque. D'accord. Alors, je comprends. Si vous ne pouvez pas respecter votre... Non. Vous savez, personnellement, vous parlez à quelqu'un qui a fait les états généraux, qui a fait... Pierre Serwadiété, attendez. Nous ne sommes pas là pour étaler les CV de qui que ce soit. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour mon CV, ça. C'est pas mon CV, ça. Mais c'est ce que j'ai fait pour le togo. Votre palmarès. Alors, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas votre palmarès. Permettre de dire que parce que nous sommes dans la diaspora, vous êtes plus apte que nous. Pourquoi nous ne faisons rien, mon cher ami? Le débat ne devait plus intéressant. Attendez. Voilà. Le débat est très élevé. Mais au Togo, vous avez l'habitude d'attaquer les gens. Non, attendez. Vous parlez à la mauvaise personne. Pierre Serwadiété. Au journaliste, monsieur Amos, en quoi il me connaît dans la diaspora. Alors, n'allez pas sur ce terrain-là. Non, attendez. Pierre Serwadiété, laissez-le parler quand même. Hein. Allez. Vous avez dit des choses que vous nous reprochez. Souffrez également quand vous dites des choses. Je ne vous reproche rien du tout. Je parle de ce que nous pouvons faire pour le Togo. Pierre Serwadiété, là, je suis désolé. Soit, attendez. À l'unité de la diaspora. Parce que j'ai des aspects développés ici. Que vous ne le pensez. La diaspora... Non, je ne pense pas. Soit, je vais interrompre l'émission. La diaspora que moi je fréquente depuis 89, elle est plus unie. Et je suis désolé, je vais devoir interrompre l'émission si Pierre Serwadiété, si je vous prie de laisser Dr Tchidjo faire son développement, vous pouvez apporter des réponses à ça. Vraiment pas qu'il m'attaque. Non, je ne pense pas que dire à la diaspora de s'unir est une attaque. Hein. Je vous comprends, mais je ne pense pas que c'est une attaque. Alors, Dr Tchidjo, allez-y. Okay, on y va. Allez-y. Je dis qu'il y a plusieurs intervenants, beaucoup de personnes qui ont toujours développé, qui ont des stratégies à nous proposer. Ils ont de ceci, ils ont cela. Ça donne l'impression comme si nous sommes ici, nous ne réfléchissons pas, nous ne savons pas comment faire la politique, nous n'avons pas de stratégie. C'est pour ça que je dis, la première des choses pour réussir cette mission, réunification de la diaspora autour de l'idéal que vous voulez, parce que ça constitue un bloc également, parce que c'est ce bloc-là qu'on recherche au niveau de nous qui sommes à l'intérieur ici. Nous également, nous sommes divisés et nous connaissons tous les raisons qui nous divisent. Et on nous demande de nous unir pour constituer un bloc. Mais au même moment, ceux qui nous demandent de nous unir pour constituer un bloc, eux aussi sont divisés de l'autre côté. C'est pour ça que je dis, première condition, que la diaspora puisse s'unir et constituer un bloc. Parce que ce bloc-là contribue énormément pour ce pays-là. En termes d'aide à nos parents et au pays ici. Alors, pour revenir au débat, la première condition, la diaspora Pierre Serwadiété, laissez. Alors, pose condition. La diaspora n'a pas voté dernièrement. Non, mais Pierre Serwadiété, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Alors, Dr Tchidjo, pour revenir au débat, il faut qu'on soit tempéré. Hein, donc, calmez-vous. Je comprends, ce débat divise beaucoup de Togolais. Je suis tout à fait calme. Non, vous êtes calme, mais je suis désolé. Comme quoi la diaspora... Oui, mais c'est une évidence quand même. La diaspora aussi... Mais c'est une évidence. C'est du Togo que l'on parle. Alors, quelle est la meilleure voie pour sortir le Togo de l'impasse? Pierre Serwadiété, donc il faut qu'on s'impose dans ce débat. Alors là, vous ne me facilitez pas la tâche de mener le débat à bon escient. Non, nous ne sommes que deux. Hein, non, quand même. Travail, oui. Donc, oui, mais on a perdu énormément du temps. Donc, dans 15 minutes, on doit clôturer cette émission. Alors, Dr Tchidjo, pour revenir au débat, il est bien vrai, c'est sa langue de bois. La diaspora aussi, elle est tellement divisée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tête pensante qui se réunissent pour réfléchir sur le Togo, ça c'est clair. Alors, pour revenir au débat, pour vous, ce n'est pas vous qui allez siéger à l'Assemblée nationale, mais quelle est la stratégie derrière si Adi et la DMP acceptent de siéger à l'Assemblée nationale selon vous? Moi, je pense que si les partis qui siègent au Parlement ont décidé de siéger,
malgré les conditions dans lesquelles les choses se présentent, que cela ne soit pas une préoccupation pour ceux qui se battent pour que les choses changent. Eux aussi, peut-être, ils ont leur vision. Ceux qui ne veulent pas siéger ont leur vision. Allez-y, voilà, le réseau déconne un petit peu. Oh là là, mais je pense qu'il va revenir. Hein. Docteur Richard Tidjo, vous m'entendez? On l'a perdu, hein? De l'ancienne assemblée de 2013, il y avait certains qui étaient à l'assemblée, malgré les conditions bizarres dans lesquelles le régime avait organisé les élections. On avait eu quelques députés, ils étaient à l'assemblée, et il y avait certains aussi qui n'étaient pas à l'assemblée, Mais le débat qui se menait au sein de l'assemblée ressortait dans la rue auprès des autres qui n'étaient pas les extra-parlementaires, et cela a permis de faire une récupération de la manière dont le gouvernement et le régime avaient envie de changer la constitution. Et avec le travail que le PNP a pris, pourquoi nous ne pouvons pas revenir sur ce schéma-là? Nous ne pouvons pas revenir. Ceux-là qui sont à l'Assemblée, ce qui va se passer, qu'ils puissent communiquer avec ceux qui sont dehors, ceux qui ne siègent pas, et qu'ils voient l'unité d'action qu'on peut mener ensemble pour mettre la pression sur ce régime. Où se trouve le mal? Docteur, attendez. Docteur Richard Tidjo, pour être clair, que répondez-vous à ceux qui pensent que lorsque la DMP a dit siège à l'Assemblée nationale, c'est cautionner la forfaiture? Moi, je pense que ce débat-là n'a pas lieu d'être. Dire qu'on cautionne ou pas, ce débat n'a pas lieu d'être. D'accord. À supposer qu'eux tous démissionnent, ils se retrouvent ensemble. Le régime ne change pas ce régime parlementaire, bien cette constitution, cette 5e République. C'est la même constitution qu'ils maintiennent. Ça veut dire que le schéma de 2018 risque de revenir. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils attendent seulement après les 6 ans. Quand le mandat va finir, ils vont réorganiser les élections avec la même constitution qu'ils nous ont imposée, et ils vont encore refaire venir d'autres nouveaux buveurs de lait qui vont venir et ils vont encore écorcer les lois, refaire ce qui n'est pas normal, comme ce qu'ils nous ont fait subir jusqu'à ce jour, et nous ne continuons pas à vivre les séquelles de notre boycott des élections de 2018. Okay. Alors, d'accord. Alors là, je vais vous arrêter. D'accord. On a compris. Alors, Pierre Sewadjete. Alors, Pierre Sewadjete pour Dr Richard Tidjo. La stratégie, c'est une stratégie aussi. Ainsi, l'a dit et la DMP accepte de siéger à l'Assemblée nationale. Cela n'empêche pas que l'ANC et les FDR d'évoluer aussi dans leur stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans cette histoire-là, vous allez continuer par passer 6 ans. Non, docteur Tidjo, je vous comprends, vous n'avez plus la parole. Laissez Pierre Sewadjete répondre. Ça sera le même schéma de 2020. D'accord. Ça sera le même schéma de 2020 avec les élections d'Agbomé. On va passer tout le temps, les 6 ans, à combattre ANC, DMP, DMK, ainsi de suite. Et finalement, c'est le même schéma qui revient encore. Le même je schéma vous comprends. On a compris. Pierre Sewadjete, allez-y. Vous n'avez rien compris. Allez-y. Il faut délégitimer, et le mot c'est délégitimer. Il faut délégitimer les actes du gouvernement. Il faut délégitimer les actes. C'est des paroles qui ne touchent en rien ce régime-là. Non. Donc, on ne peut pas. C'est les élections qui touchent au régime. On ne peut pas mener alors un débat. Donc, vous voulez que j'interrompe l'émission? Je ne comprends pas. Docteur Richard Tidjo, laissez Pierre Sewadjete parler. Laissez-moi répondre à ce qu'il a dit. Allez-y. C'est tout ce qu'il a dit. Je le pense, en 2018, on leur a prouvé qu'on n'ira pas à ces élections pour montrer qu'ils ne sont pas légitimes. Qu'est-ce que nous avons eu comme conséquence? D'accord, maintenant c'est bon, on a compris. Docteur Richard Tidjo, on a compris votre position. Si ça continue. On avait peur de ne pas aller aux élections en 2018. Est-ce que ça leur a empêché, monsieur Adjete, ça leur a empêché de faire ce qu'ils ont envie de faire? Mais Richard, docteur, vous me surprenez, hein, parce qu'on n'a jamais mené un débat comme ça sur Radio Avouleté. Chacun a le temps de parole. Mais cela n'empêche pas de développer vos idées. Si ça continue encore, moi je suis obligé d'interrompre l'émission. Alors Pierre Sewadjete, vous avez la parole. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Nous ne pouvons pas suivre le régime qui nous oppresse depuis un moment. Nous ne pouvons pas continuer à les suivre. Il faudrait que nous nous rassemblions et que ceux qui sont là et qui nous retardent en étant à cette assemblée se joignent au groupe pour qu'on puisse savoir quoi faire maintenant. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et attendre des résultats. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point,
c'est tout à fait légitime, que nous puissions, 30 ans plus tard, ok, faire un genre d'état généraux et déterminer une stratégie. On ne peut pas continuer à suivre Faure Gnassingbé qui n'est pas légitime et tout le monde le sait, qui n'est pas légal et qui va se lever à chaque fois pour changer la constitution et penser qu'il faut le suivre. Non! En 2018, comme vous le dites là, les Togolais étaient légitimes de ne pas aller à l'élection. La CEDEAO nous a roulé dans la farine, il est vrai, et il n'était pas question qu'on aille dans ces conditions-là. Ça ne veut pas dire que ça ne donnait pas l'autorisation à Faure Gnassingbé de faire quelque chose, mais on sait qu'il allait le faire et il l'a fait. Alors, il faut continuer à le suivre? Non. Écoutez, moi je vais résumer mes idées en 3 mots. Allez-y. Je vais les résumer en 3 mots. 3 mots. Le premier mot, c'est amnistie. Deuxième mot, libération. Troisième mot, assise. Voilà la solution pour le Togo. C'est ce qu'il nous faut au Togo. Faire prononcer une amnistie générale, libérer les prisonniers politiques et que les Togolais s'assiedent, Faure Gnassingbé y compris, avec une certaine modestie, et nous allons déterminer la façon pour nous au Togo de nous en sortir. Pour l'instant, nous sommes les derniers de classe en matière politique et il est temps qu'on se réveille et qu'on puisse parler ensemble au Togo. Voilà moi ce que je dirais. D'accord, on a assez perdu du temps pour ce débat. Désolé, hein, je présente toutes mes excuses à nos auditrices et auditeurs de radio. Dans le cas de Radio à vous l'été, le débat était quand même très chaud et la question divise. Hein. Quand je suis les débats sur les réseaux sociaux, c'est des blablabla, des tout, donc on se comprend jamais. Alors, c'est une question de bon sens, nous dit un auditeur. Hein, donc, si l'opposition siège encore à l'Assemblée nationale, c'est une insulte à leur intelligence parce que quand on parle d'élection au Togo, voilà, donc ça n'a même pas de sens. Donc, mais pour Dr Richard Tinjo, c'est une question de stratégie et politique aussi. Alors, Dr Richard Tinjo, on ne va pas, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale ne sont pas des ennemis à ceux qui ne veulent pas siéger à l'Assemblée nationale. Alors, quoi faire concrètement? Que direz-vous pour conclure ce débat dans ces conditions? Oui, je dirais, voilà, il ne faut pas percevoir ceux qui sont à l'Assemblée comme des ennemis et ceux qui ne sont pas à l'Assemblée comme des ennemis également. Ça risque de nous amener dans le schéma, comme je le disais, de 2020, où au sortir des élections, on a l'ANC contre la DMK et on a passé presque 5 ans dans cette division. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Zéro. C'est la même chose qui risque d'arriver si nous ne faisons pas attention. Focalisons-nous plutôt sur ce que nous pouvons faire pour constituer un moyen de pression pour ce régime avant que ce régime-là ne puisse accepter des assises. Quand Pierre Agité dit qu'il propose 3 points, amnistie, libération et assises, je ne comprends pas l'assise. Qui va organiser l'assise là? Si le régime ne sent pas une pression autour de lui, qui va organiser? Est-ce que ce sont les partis politiques qui vont organiser? C'est la société civile qui va organiser? C'est la diaspora qui va organiser? C'est qui? Ou bien c'est le régime? Si c'est le régime qui va organiser ces assises et qui ne l'organise pas, c'est parce que le régime ne voit pas un moyen de pression. Et quand je proposais ici que la diaspora soit unie, parce que si la diaspora est unie, la diaspora va prendre le côté diplomatie, parce qu'eux, ils sont en contact avec tous les acteurs qui peuvent investir dans le pays, peser de leur poids, à travers les accords que le pays a signés de par le monde entier, ils vont peser énormément parce qu'ils parlent d'une seule voix. La preuve, quand on était en 2018 avec la C14, il y avait le poids de la diaspora était unie. Ceux qui ne voulaient pas s'associer, étaient tellement minoritaires qu'ils ne pouvaient absolument rien faire par rapport à la grande masse. Et regardez à travers le pays, à travers le monde entier, quand la diaspora sortait pour faire les marches, pour dénoncer ce que le régime fait. Vous voyez le public qui sortait, la foule qui sortait, comparé à aujourd'hui ce qui se passe. Quand les gens organisent des sorties, on peut compter les gens du bout des doigts. C'est la même chose que nous vivons aussi. En 2018, quand on était tous autour d'un point, retour de la Constitution de 92, un certain nombre de réformes qu'on réclamait, tout le peuple s'était levé presque. Tout le peuple s'était relevé, même s'il y avait certains prévendus qui ne prenaient pas, les gens étaient quand même en phase avec nous, et le régime sentait le poids autour de lui.
C'est de ça que je parle. Et là, en ce moment, il y avait des gens à l'Assemblée, il y avait ceux qui ne sont pas à l'Assemblée. Et nous tous, on constitue un bloc. Et comme ça, c'est ça qui a poussé le régime à courir après les partenaires pour demander « venez nous aider dans le dialogue ». Il faut conclure le débat. Malheureusement, nous n'avons pas su capitaliser cette opportunité pour pouvoir arracher le pouvoir des mains de ce régime. Mais il ne faudrait pas que les gens passent tout leur temps à donner l'impression comme si ceux qui sont ici, c'est des irréfléchis, c'est des gens qui n'ont aucune stratégie dans la tête. Personne ne dit ça. Pierre Sewa, mais bon, dis donc, laissez-le parler. Allez-y, docteur. Vous avez encore... Si vous pensez que ceux qui sont ici ne font pas le boulot et qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires de renverser ce régime, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, moi je demande à ceux qui pensent qu'ils sont les vrais stratèges de descendre et de prendre les rênes et montrer aux autres ce qu'ils devaient faire, ils n'ont pas réussi à faire, que de continuer toujours pas à tirer sur les gens qui travaillent ici malgré les conditions difficiles, leurs moyens qu'ils utilisent. Ils n'ont pas de soutien, on continue toujours pas à tirer sur eux, les démobiliser et attendre un résultat, c'est pas possible. Donc, sincèrement, si nous voulons que le pays la change, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer notre manière de voir les choses et de s'accepter malgré nos différences pour pouvoir avancer. Sans quoi, le régime va toujours profiter de notre division et s'asseoir. Lim l'a dit, si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour mieux nous exploiter. Et c'est ce qui se passe présentement parce que nous n'avons pas encore pris conscience que nous ne devons plus nous attaquer, mais nous devons nous adapter aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Ce qui s'est passé au temps de Mandela en 90 n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui s'est passé en 58 n'est pas la même chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la population, elle est dynamique, les réalités sont dynamiques, il faut évoluer en fonction du dynamisme de la société. D'accord. En tout cas, merci, docteur. Attendez, Pierre Sodiété, c'est à votre tour de parler maintenant, mais attendez quand même. Quand il parlait, je vous comprends, hein, le débat, ça frustre, ça c'est clair. Je comprends votre réaction quand même. Alors, docteur Richard, merci infiniment pour la conclusion. Nous devons, quelle que soit la situation, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, voilà, ce ne sont pas des ennemis à ceux qui ne veulent pas siéger à l'Assemblée nationale, ça c'est clair. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous étiez candidat aux élections législatives du 29 avril dernier à Dankpem, au nord du Togo. Merci infiniment et merci de votre disponibilité. Je suis vraiment désolé pour le ton du débat aujourd'hui. Ce n'est pas l'habitude, mais c'est pas aussi mal. Alors, Pierre Sewa Diété, vous avez suivi Dr Richard Tindio. Vous pouvez rebondir sur son développement et conclure ce débat citoyen. Écoutez, merci beaucoup. Et si ce débat a été perçu à certains moments comme peut-être assez difficile, c'est le sujet qui l'est davantage qu'autre chose. C'est clair. Le Togo, le sujet l'est vraiment et les Togolais ne peuvent raisonnablement pas, malheureusement, et je suis assez impliqué dans le Togo politique pour le savoir, que nous devons effectivement garder une certaine hauteur. Je pense que c'est ce que j'ai eu dans ce débat-là, et tout en ne me permettant pas que des choses malencontreuses soient dites. Et en conclusion, je dirais clairement que là où nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les mêmes erreurs. La situation d'unité, elle est primordiale. Le devoir d'unité est primordial. Donc, à partir de ce moment, il s'agit essentiellement de savoir, on va s'unir pour quoi faire. On ne s'unit pas forcément en politique autour d'une personne, mais sur des idées. Et ce sont ces idées-là que j'ai essayé de mettre sur la table. Retrouvons-nous autour des idées. Et plus nous tardons en voulant suivre le régime, plus le temps nous manquera. Voilà à peu près ce que je vais dire. Mais pour le reste, je l'ai abordé et nous savons quoi faire pour sortir le Togo de l'impasse. Mais ce qui nous manque, c'est nous-mêmes qui nous manque. Il manque de Togolais engagés au Togo. Si nous sommes suffisamment engagés, nous devons faire encore des sacrifices supplémentaires par rapport à ce que nous avons fait auparavant pour pouvoir ensemble déterminer quoi faire. On ne se réunit pas dans l'air, on se réunira sur une charte bien précise, avec des actions précises et une stratégie appropriée. Voilà ce que nous disons. Donc,
c'est sur ces mots-là que je conclurai en vous remerciant, mon ami, le Dr Tidjo, bien sûr, toi-même, Sylvain, et surtout dire aux uns et aux autres que ben, nous en sommes arrivés là parce que nous avons manqué de convergence à un moment donné. Il ne s'agit pas d'avoir 100% des Togolais penser la même chose, même pour ceux qui changent, ceux qui veulent faire le changement, mais il s'agit d'avoir une vision. Et dès qu'on a une vision bien solide et partagée, comme nous en avons, c'est-à-dire faire du Togo une nation, à partir de ce moment-là, je pense que on peut déterminer tous les attributs qu'il faut pour aller de l'avant. Cette vision nous a manqué pendant trop longtemps et nous avons des objectifs clairs, la réconciliation, la solidarité et la souveraineté du Togo. C'est dans ce sens-là qu'il faut déterminer des actions prioritaires et dans les actions prioritaires, il n'y en a pas qui disent qu'il faut qu'on aille s'asseoir dans cette assemblée. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment, Pierre Siwa Djité. Je rappelle que vous êtes membre de la diaspora au Canada, coordinateur du mouvement pour le Togo. Ainsi prend fin cette émission. Encore une fois, désolé pour ton du débat. Cela en vaut la peine. Pierre Siwa Djité l'a dit. Il est bien vrai que ce débat divise. Régime parlementaire au Togo après les élections législatives du 29 avril dernier, l'opposition doit-elle siéger ou non à l'Assemblée nationale? Un dilemme cornélien pour l'opposition. Vous l'avez senti tout au long de ce débat. Ça n'a pas été facile pour nous. Merci infiniment de votre engagement et nous nous rappelons encore de ce message fort. Il a dit, Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Feu Thomas Sankara continue en disant « Seule la lutte libère ». Bonsoir, à vous l'été. Merci. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été.